Bon, voilà. Vous êtes déjà quelques-uns à nous avoir retrouvés sur ce webinaire. Donc, avant le tour de table pour les organisateurs de cette session, juste vous rappeler que ce webinaire s'inscrit dans l'action Rencontre alternative phyto, dont l'objectif est de diffuser et d'échanger avec des agriculteurs et des ingénieurs réseau engagés dans les réseaux défis. Donc, cette web-série est organisée en partenariat avec les chambres d'agriculture qui portent des réseaux défis en Occitanie pour la filière viticulture sur le bassin méditerranéen. Et donc aujourd'hui, on accueille Améline Moutard et Christophe Auvergne qui vont nous parler de la pulvérisation et de la méthode Optidose. Et je vais tout de suite les laisser se présenter. Donc bonjour à tous, afin que je sois plus audible, je me permets de retirer le masque. Donc merci à tous d'être présents à cette dernière web série. Donc après une série de 4, nous clôturons avec Christophe Auvergne. Donc l'objet de notre web série concerne donc la méthode Optidose, mais on va aller jusqu'à la maîtrise de sa qualité de pulvérisation pour réduire ses doses, tout simplement parce que c'est un des prérequis indispensables pour l'utilisation de la méthode. Oui, c'est vrai que je ne me suis pas présentée. Donc, Améline Moutard, ingénieure réseau du groupe Défi Ferme Basse-Vallée de l'Hérault, donc à la Chambre d'agriculture de l'Hérault et conseillère viticole en même temps. Voilà. Et donc, Christophe Auvergne, moi je suis conseiller agroéquipement à la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Voilà. Ok, merci à tous les deux. Donc moi, Gabrielle Galipeau, je suis chargée de mission animation éco-phyto à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Éric Elgouache, qui est IT viticulture et IR viticulture dans le Vaucluse, va nous rejoindre. Il a quelques petits problèmes de connexion, mais il devrait arriver. Donc pour en savoir un petit peu plus sur vous, je vais tout de suite vous poser quelques questions. Donc vous cliquez directement sur le sondage pour y répondre. Donc déjà, je vais vous demander votre profession. Donc normalement, vous voyez le sondage apparaître sur votre écran. Il vous suffit de cliquer sur la réponse. Allez, vous êtes pas mal à avoir répondu. Donc, vous êtes, je vous le partage tout de suite, vous êtes 44% de conseillers, 31% d'agriculteurs et 25% autres. Donc, autres, vous êtes souvent du personnel de chambre d'agriculture ou des DRAF en région. Maintenant, je vais vous poser une deuxième question pour savoir où vous êtes situé. Donc, de la même manière, il vous suffit de cliquer sur le sondage qui apparaît à l'écran. Allez, vous êtes une grande partie à avoir répondu. Donc, vous êtes à 80% situé en Occitanie et à 20% dans d'autres régions de France. Donc, vous êtes souvent situé sur la région PACA, qui est la région limitrophe. Donc, Eric est parmi nous. Je vais tout de suite lui laisser la parole pour qu'il se présente. Eric, normalement, on t'entend, tu peux te présenter. D'accord, Éric Lelgouache, Chambre d'agriculture du Vaucluse. Et je suis dans le réseau défi à 2 titres. J'anime un groupe aussi comme Améline. Et j'anime le réseau de groupes sur l'arc méditerranéen. Il y a 13 groupes en viticulture. Voilà. Et j'assiste Gabriel dans son travail sur les webinaires. Super, merci beaucoup Eric. Tout de suite, je laisse l'écran à Améline et Christophe qui vont vous faire leur présentation sur la pulvérisation.
Est-ce que vous avez récupéré l'écran, Améline et Christophe? C'est bon? Oui. Alors, vous pouvez poser vos questions en direct dans l'onglet chatter ou l'onglet questions et on y répondra à la suite de la présentation. Sur le public, en haut. Pas l'impression. Non, j'ai pas possibilité de récupérer l'écran. Je le récupère et je te l'envoie. Ça met un écran blanc. Là, normalement, vous avez dû recevoir la demande. Affichez votre écran. Elle est impeccable, c'est bon, on y voit. Super. Bon. Donc, je laisse la parole à Améline qui va commencer. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objet de cette web série concerne la maîtrise de sa qualité de pulvérisation pour réduire ses doses de produits phyto avec la méthode Optidose. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire une présentation assez rapide donc, du dispositif déjà défi. Excusez-moi, voilà. Du dispositif défi au sens large. Donc, qu'est-ce que le dispositif défi? Donc, c'est une action majeure du plan Ecophyto, donc lancé depuis 2008, dont le but est d'éprouver, de valoriser et de déployer les techniques et les systèmes agricoles réduisant l'utilisation donc des intrants phytosanitaires au sens large, tout en restant donc économiquement, environnementalement parlant et socialement performant. Et donc, ce dispositif, il se subdivise en deux dispositifs. Le dispositif XP, qui lui est là pour, comme on le sait, au niveau de l'XP, concevoir, tester et évaluer les systèmes de culture qui vont donc vers une forte réduction de l'usage des intrants phytosanitaires, puisque je pense que la plupart d'entre vous le savent, on a toujours cet objectif de moins 50% d'ici 2025. Et à la suite de ça, mais donc c'est des dispositifs qui fonctionnent à la fois en parallèle et ensemble. Donc vous avez le dispositif des réseaux défis fermes, donc qui font l'objet de cette web série d'aujourd'hui. Et donc là, on parle d'un réseau de démonstration, de production de référence et en lien cette fois direct avec les exploitants agricoles. Ça, c'est toute filière donc confondue. Et donc là, aujourd'hui, je vous fais un zoom au niveau de la viticulture. Donc, vous avez la représentativité de l'ensemble des groupes homologues au groupe que j'anime, répartis donc sur l'ensemble du vignoble français. Après, voilà, vous avez des jeux de couleurs, tout simplement. C'est parce que ces groupes défis, il y a eu une phase test en 2009. Après, un premier appel à projet en 2011, ensuite un deuxième appel à projet en 2016. Et là, cette cartographie est issue de ce deuxième appel à projet qui permettait de voir qu'en violet sont les vignerons historiques à la démarche d'engagement du réseau défi ferme et ensuite les nouveaux vignerons en orange. Concernant donc le groupe que j'anime, donc le groupe Défi Ferme situé dans la basse vallée de l'Hérault, donc je dépends de la Chambre d'agriculture de l'Hérault pour ceux qui se sont connectés après. Donc ce groupe est considéré comme un groupe historique puisqu'il a été créé en 2012. Il se compose de 10 exploitations, donc 4 viticulteurs, 5 vignerons et un lycée agricole, le lycée Bonne-Terre à Pézenas pour ceux qui connaissent les plus locaux, avec une exploitation en agriculture biologique. Le groupe est assez hétérogène, hein, c'est vraiment une volonté du dispositif défi pour représenter au mieux la viticulture. Donc on va de 10 à 120 hectares, tout type de mode économique, de mode de conduite, des structures diverses et variées, des productions aussi au niveau des produits allant de l'IGP à l'IGP. Et ensuite, au niveau des certifications environnementales, donc il y a 5 démarches Terravitis, mais 3 HVE et une exploitation en agriculture biologique. Sachez quand même que les 5 démarches Terravitis, vu que le groupe date de 2012, étaient déjà engagés bien en amont de tout le bouleversement qu'on connaît là depuis 1 an, 2 ans au niveau de, on va dire, de la pression ministérielle qui est de passer en HVE, d'avoir une certification quelle qu'elle soit. Donc là, ici, j'ai voulu vous présenter donc, à l'échelle héroltaise la répartition des 10 exploitations. Voilà, là, c'est juste informatif. Et l'ensemble de ces exploitations, donc, ça couvre plus de 400 hectares, donc suivis tout au long de l'année et depuis 2012.
Donc, je vais quand même vous faire un bref retour avant d'attaquer sur la méthode Optidose à proprement parler, de tout ce qui se fait dans ce réseau depuis le début. C'est une façon en fait de vous montrer que la réduction des intrants phytosanitaires, comme on l'entend, on n'est pas forcément toujours ou uniquement sur de la reconception de vos exploitations, sur des choses qui sont irréalisables. Il y a pas mal de choses que vous pouvez tout à fait réaliser en amont, qui bien sûr vont peut-être nécessiter un réaménagement sur votre exploitation, mais qui sont à mon sens réalisables. Donc c'est pour ça que je tenais à vous faire un bref retour. Donc ça paraît peut-être entre guillemets bête à l'heure actuelle des certifications, mais voilà, au départ du groupe, il y a eu un gros travail sur la traçabilité, tout simplement puisque l'un des indicateurs des réseaux défis fermes, c'est les indices fréquences des traitements, donc l'IFT. Et on ne peut pas calculer bien son IFT et travailler dessus si on n'a pas une bonne traçabilité. Il s'avère que comme le groupe est porté par la Chambre d'agriculture de l'Hérault, donc l'ensemble des exploitants utilisent l'outil Mes Parcelles, pour ceux qui connaissent. Ensuite, il y a eu tout un travail, donc ce que j'ai appelé adaptation du nombre de rangs, donc de passage au niveau des traitements. Donc ça se fait à la fois par l'adhésion au bulletin d'information technique, donc pour la Chambre de l'Hérault toujours, hein, le performance vigne, par les observations, il n'y a pas de secret, donc par l'accompagnement des groupes de viticulture durable, donc ailleurs ça s'appelle le tournée de plaine, mais voilà, c'est le même principe plus ou moins partout dans les chambres. Par le fait d'avoir une protection parcellaire qui est différenciée, donc on entend par là peut-être raisonner sa stratégie en fonction des îlots, sensibilité de cépage, etc. Par l'adaptation du volume, alors là, ce que j'entendais par là, c'est le fait de ne pas calculer son volume de bouillie et sa surface à traiter par la surface cadastrale, mais par la surface plantée. Ça paraît dérisoire, mais sachez que rien que par cette porte d'entrée, il y a déjà 10% d'économie à faire. Et également une adaptation en fonction de la surface foliaire, de la pression des bioagresseurs. Je ne vais pas rentrer plus en détail, hein, c'était vraiment pour vous donner un large spectre. Bien évidemment, et Christophe ne dira pas le contraire, la pulvérisation, le bon réglage de son pulvérisateur. Ça, il n'y a pas de secret, hein, pour une bonne qualité, pour une économie, ça passe par ça avant tout. Par également aussi l'utilisation raisonnée des herbicides. Alors à l'heure actuelle, ce terme raisonné, on a plus l'impression d'être forcé à la réduction, mais comme le groupe est historique depuis 2012, on était vraiment là vers du raisonnement. Donc ça se fait par la largeur traitée réduite sous le rang, par l'optimisation du choix de produit et de l'application du produit, de la réduction aussi des doses des herbicides, hein, puisqu'ils font partie des intrants phytosanitaires. Également, donc un travail sur tout ce qui est les techniques alternatives, donc aussi bien les alternatives physiques, c'est-à-dire travailler ses sols, laisser un rang herbé, un rang sur 2, un rang sur 3 en fonction des contextes d'exploitation, mettre en place autant se faire que peut les mesures prophylactiques avant de systématiser le traitement, d'utiliser des biocontrôles, puisque le réseau utilise les biocontrôles depuis 2014 et ça monte forcément crescendo, puisque ça on en entend de plus en plus parler. Et il y a eu aussi un accès sur l'aménagement des infrastructures agroécologiques. Donc là, à l'échelle de l'Hérault, c'est le fameux diagnostic Biodivo, voilà, qui reprend en compte, qui fait un état des lieux en fait sur vos infrastructures agroécologiques et qui incite à la fin de ce diagnostic de remettre en place des mares pour aller donc toujours dans cette perspective de réduction des intrants. Là, très rapidement, parce que c'est pas l'objet du jour, mais histoire que vous photographiez l'hétérogénéité du groupe et que vous puissiez aussi vous identifier. Donc là, c'est un graphique qui regroupe très succinctement donc l'indice fréquence de traitement des exploitations, avec, comme vous pouvez le voir sur votre gauche, donc l'entrée du groupe donc en 2012. Donc vous voyez que on avait un IFT très très bas pour certaines exploitations, mais un IFT haut. Donc ça vous montre voilà, qu'il y avait une diversité. Ensuite, au milieu, donc c'est la moyenne correspondant au premier engagement. Donc voilà, ça vous indique qu'il y a une forte diminution et c'est comme tout, les exploitations qui étaient la plus basse, il y a bien sûr un effet millésime. Hein, c'est pour ça que ça reste qu'un indicateur, mais c'est pas le seul. Et ensuite, là, l'objectif 2020, donc j'ai pas les chiffres précis puisque j'ai pas fini les bilans de groupe avec les exploitants engagés, mais c'était l'objectif que s'était fixé le groupe avant d'attaquer donc le millésime 2020.
Maintenant, donc, on va rentrer dans le cœur du sujet, que maintenant je vous ai fait cette présentation du réseau. Donc, la méthode optidose. Il faut savoir qu'il y a 2 prérequis qu'on va qualifier d'incontournables. C'est à la fois le fait donc, de mettre en place une stratégie de protection sans faille et conforme aux bonnes pratiques, mais également, et je dirais même surtout, la pulvérisation, s'assurer d'avoir une bonne qualité de pulvérisation et d'avoir une couverture face par face. C'est pour ça qu'avant de vous présenter l'outil en lui-même, je vais passer la main à Christophe pour vraiment vous présenter tous ces aspects sur la qualité de pulvérisation. Ok, merci Ameline. Donc en matière de réduction de dose, donc pour appliquer optidose, il faut voir qu'il y a certaines conditions qui doivent être réunies pour pouvoir appliquer une réduction de dose. Une des conditions, c'est peut-être d'avoir un produit très efficace à la dose autorisée et donc qu'on peut réduire facilement. On peut aussi réduire parce que il y a très peu de pression de maladie ou on a des cépages peu sensibles. Mais tout ça, ça va être des marges de sécurité que l'on a et qu'on peut un petit peu réduire cette marge de sécurité pour diminuer sa dose. Et il y a une marge de sécurité que l'on peut se donner, c'est celle qui est donnée par la qualité de la pulvérisation. C'est-à-dire qu'entre un pulvérisateur, entre différentes technologies de pulvérisation, différentes façons d'utiliser les pulvérisateurs, on va avoir des marges de sécurité qui vont être plus ou moins grandes et qui vont permettre d'appliquer la méthode optidose. Donc, comment obtenir cette marge de sécurité par rapport à la pulvérisation? Eh bien, c'est premièrement, et c'est presque le plus important, sur le choix de son pulvérisateur. On va voir qu'il y a des pulvérisateurs qui vont permettre d'avoir des marges de sécurité importantes et d'autres où on n'aura pas du tout de marge de sécurité. Donc voilà, le choix du pulvérisateur, si on veut faire de l'optidose, est la première chose à mettre en place. Ensuite, bien sûr, il va falloir bien utiliser son pulvérisateur parce qu'on peut avoir une Rolls-Royce et très mal l'utiliser, donc avoir zéro marge de sécurité. Le réglage du débit est une chose très importante que vous verrez, je différencie un petit peu de l'utilisation du pulvérisateur parce que voilà, le débit est une chose un peu à part. Et bien sûr, la préparation de la bouillie, avoir une bouillie bien préparée pour avoir un traitement efficace est très important. Donc on va commencer d'abord par le choix du pulvérisateur. Alors choisir son pulvérisateur, c'est pas quelque chose de très évident. Il y a énormément de critères à prendre en compte et il y a surtout sur quelle base se fier pour savoir si un pulvérisateur est performant ou pas. Et jusqu'à il y a quelques années, les seules paroles sur lesquelles on pouvait se fier, c'était d'un côté les commerciaux des constructeurs qui vous vantaient les mérites de leur appareil et ensuite pouvoir se renseigner auprès de techniciens indépendants qui pouvaient vous orienter vers tel ou tel modèle, mais sans avoir d'argumentaire chiffré et précis. Or, depuis 2013, à Montpellier, a été créée une vigne artificielle sur laquelle sont testés les pulvérisateurs. Alors, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais cette vigne artificielle, vous la voyez là représentée, il va y avoir des bancs de collecte qui sont faits avec des feuilles de PVC qui feront 10 cm de côté, des carrés de 10 cm de côté, sur lesquels vont être récupérée la pulvérisation. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. En fait, ces feuilles, elles étaient placées dans la vigne et on pulvérisait le traceur dans la vigne et on mesurait ensuite la quantité de pulvé qui arrivait sur le feuillage. Le problème de cette méthode, c'est qu'il faut qu'il y ait la vigne qui soit développée à ce moment-là, pas de test quand il n'y a pas les feuilles.
Et on n'est pas sûr d'avoir toujours les mêmes conditions, la même taille de vigne, la même porosité, voilà. Et donc, on ne peut pas non plus faire les réglages, les tests quand on veut. La vigne artificielle, elle permet d'avoir tout le temps les mêmes critères et donc de comparer tous les pulvés sur un pied d'égalité parfait. Donc, il y a des bancs de collecte sur lesquels on va collecter la pulvérisation et des bancs de bordure, c'est pour éviter d'avoir les effets bordure, tout simplement. Donc, cette vigne, elle va avoir plusieurs stades végétatifs. Donc ça, c'est aussi le gros avantage de la vigne artificielle, c'est-à-dire qu'on peut tester un pulvé en stade de début de végétation, même au mois de juin. Donc, on va aller d'une surface foliaire totale de 0,24 hectares par hectare de feuilles par hectare, pardon, à 1,68 hectares de feuilles par hectare de vigne en pleine végétation. Donc voilà une vue de la vigne artificielle en pleine végétation. Donc on passe les pulvés comme on traite dans la vigne, c'est-à-dire qu'on décide que l'on va passer avec le pulvé à tel volume de bouillie, à tel rang d'écartement, tous les 2 rangs, tous les 3 rangs, tous les 4 rangs. Et on va tester et on va ensuite mesurer la quantité qui arrive sur les feuilles. Donc voilà, juste après la pulvérisation. Et donc ces feuilles, on va les collecter et ensuite on va mesurer avec des appareils la concentration de produit qui est arrivé sur la quantité de produit qui est arrivé sur les feuilles. Et on va ensuite pouvoir ramener tout ça à une dose effective qui est la quantité de dépôt de la bouillie sur ces feuilles. Et donc, cette quantité, on va la ramener toujours à la même unité, c'est-à-dire qu'on va la ramener à 1 gramme de produit pulvérisé par hectare. Et là, on va mesurer la quantité qui est arrivée sur les feuilles. Et donc, ça sera des nanogrammes par décimètre carré pour les 1 gramme de produit pulvérisé à l'hectare. Ces nanogrammes par décimètre carré, c'est juste choisi pour faire des jolies unités. On va se retrouver avec des unités entre 50 et 1000. Donc, c'est très lisible. On n'aura pas des 0,001. C'est juste un petit point là-dessus. Sur la vigne, on va collecter les feuilles. Bien sûr, on va pouvoir faire une moyenne du dépôt dans les souches. Mais aussi, on va collecter les feuilles de façon différenciée en fonction des parties de la vigne. Donc, par exemple, en pleine végétation, on va diviser la vigne en 9 compartiments et on va avoir droite, centre, gauche et haut, milieu, bas. Voilà. Et donc, on va pouvoir aussi mesurer l'hétérogénéité de la pulvérisation et ce qui va nous donner vraiment une vision complète du pulvérisateur. Et donc, les résultats que je vais vous présenter maintenant, ce sont des résultats qui ont été obtenus sur cette vigne artificielle. Et donc là, tous les pulvés que je vais vous présenter sont sur un critère d'égalité quant à la pulvérisation qu'ils ont réalisée. Donc tout d'abord, le pulvérisateur le plus basique qui existe, c'est-à-dire c'est une rampe pour faire les premiers traitements. Donc il s'agit juste tout simplement de 2 buses à injection d'air qui sont placées de chaque côté du cordon de vigne. Donc ça va fonctionner jusqu'à 6, 7, 8 feuilles étalées. Donc c'est soit dans notre région, soit un traitement, soit 2 traitements qui vont pouvoir être faits avec cette machine. Et donc là, on se rend compte que avec cette machine, on se retrouve avec des quantités de produits déposés très importantes sur les feuilles. Alors là ici, on marque supérieur à 600, mais on va être plutôt autour de 1200. Donc là, j'ai mis un petit logo, enfin un petit tampon optidose. Non seulement on va pouvoir faire de l'optidose avec cet appareil, mais c'est quasiment obligatoire parce qu'avec certains produits, si on met la dose pleine avec ce genre d'appareil et la quantité qu'il dépose, on va brûler la vigne. Donc l'efficacité de cet appareil est très 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 importante pour le premier traitement.
Ensuite, on va passer à l'aéroconvecteur. Donc, l'aéroconvecteur, là, je vous présente les résultats qui sont observés en début de végétation. Donc, c'est un appareil qui fonctionne très bien au stade de début de végétation. C'est-à-dire qu'on va se retrouver sur la face qui est traitée en direct avec un passage tous les 2 rangs. Avec la face qui est traitée en direct, on va se retrouver avec une quantité supérieure à 600 nanogrammes. Le côté opposé, on va être entre 300 et 600, mais ce qui est quand même une bonne qualité de pulvérisation. Par contre, si certains sont tentés pour aller plus vite de passer tous les 3 rangs, le rang loin, lui, ne reçoit que entre 50 et 100 nanogrammes. Donc, le rang qu'on peut voir là au milieu sur la deuxième ligne ne reçoit que entre 50 et 100 nanogrammes. Donc, c'est clairement insuffisant pour protéger la vigne. Donc, cet appareil, vu la différence que l'on a entre le côté traité directement et le côté opposé, ça va être assez délicat d'appliquer une méthode optidose parce qu'il y a quand même une différence de quantité de produits déposés en fonction du compartiment de la vigne. Par contre, il y a une baisse de la dose qui est très simple à faire, c'est-à-dire que ces pulvérisateurs, on les utilise tout le temps à régler comme si on était en pleine végétation avec toutes les buses ouvertes. Par contre, on n'ouvre que les buses qui sont en face de la végétation, celles qui vont être efficaces. Et là, on va avoir une réduction au prorata du nombre de buses ouvertes par rapport au nombre total de buses de l'appareil. Et donc, ça sera quasiment pas une réduction de dose parce que la vigne va recevoir la quantité qui sort par les buses qui sont en face d'elle. Mais on aura une grosse économie de produits en début de végétation avec cet appareil. Dès que l'on va passer en pleine végétation, là, ça va se compliquer un petit peu. Donc là, voilà, là, on mesure juste, on ne mesure pas sur la hauteur, on mesure juste, c'est une moyenne de plusieurs appareils, donc on mesure juste entre le rang proche, le milieu et le côté opposé. Donc là, on se retrouve avec entre 300 et 600 sur la face proche, on n'est plus qu'à 100 à 150 sur le milieu de végétation, et sur le côté opposé qui ne voit pas le traitement en direct, on n'a plus que 50 à 100 nanogrammes sur ce côté-là. Alors, certains ont tendance à vouloir, pour pallier ce problème, utiliser des appareils avec des bras qui vont aller essayer de traiter depuis un peu loin la face qui ne reçoit pas de produit en direct. Alors, ça a été testé sur la vigne artificielle. Il faut savoir que ces appareils, les aéroconvecteurs, font des très grosses quantités d'air, mais pas de vitesse d'air. Donc, le produit va être pulvérisé vers cette face. On voit l'air qui fait bouger les feuilles. Donc, on a l'impression que l'on va bien traiter. Malheureusement, le produit va devoir parcourir entre 2,50 m, 3 m, 3,50 m en fonction de l'appareil pour arriver jusqu'aux feuilles. Et en saison, avec les températures qu'il y a dans nos régions, ce temps de vol des gouttes est trop long et la plupart des gouttes auront séché avant d'arriver jusqu'au feuillage. Donc l'efficacité du traitement est très mauvaise avec ces appareils qui envoient depuis loin. Voilà. Et ça se vérifie avec le passage de tous les 3 rangs, où là, sur le rang du milieu, on n'est plus qu'à 50 nanogrammes par décimètre carré. Donc, je vous rappelle, on est entre 300 et 600 sur la face directement traitée par l'appareil. On se retrouve à 50 sur le rang du milieu. Inutile de vous dire que s'il y a une forte pression à ce moment-là, c'est un échec de protection assuré. Donc oui, avec ces appareils, appliquer optidose, hormis fermer les buses en début de végétation, appliquer optidose n'est pas du tout conseillé avec ce genre d'appareil. Ils ont leurs intérêts qui est autre, la maniabilité, la facilité d'utilisation, mais pour la réduction de dose, c'est pas l'appareil idéal.
Ensuite, bon là, ça va être un petit peu petit à voir, donc il va falloir me faire confiance peut-être. Et puis en téléchargement, dans les documents que l'on a mis en téléchargement, il y a le guide des PUV duquel j'ai extrait ces figures. C'est un guide, donc oui, j'ai oublié de préciser que c'est quand même des essais qui sont faits par l'IFEV et IRSTA, et ensemble, nous avons réalisé ce guide pour avoir un petit peu ces résultats qui sont mis à disposition de tout le monde. Donc là, c'est une voûte pneumatique qui est utilisée en début de végétation. Donc là, on fait du traitement face par face dès qu'on va passer tous les 2 rangs avec cette machine. Donc là, on va avoir entre 300 et 600 nanogrammes de produits déposés sur chaque souche. Dès que l'on va passer sur tous les 3 rangs, en début de végétation, cela va encore fonctionner à condition de bien régler l'appareil, j'y reviendrai tout à l'heure, mais cela va bien fonctionner. On va être toujours entre 300 et 600 parce que on n'a pas d'épaisseur de végétation, et donc c'est assez facile encore de toucher toutes les parties, même en les touchant pas en direct. Par contre, on a fait des essais tous les 4 rangs. Là, on a une chute assez importante sur le rang qui est opposé à la face qui est traitée par les canons. Et donc là, on a 300 à 600 sur les faces directement traitées, et entre 200 et 300 sur les faces un peu plus loin. Donc, dès que l'on va augmenter la largeur de traitement, on voit qu'on a des marges de sécurité qui se réduisent fortement. Donc là, on perd la possibilité d'utiliser OptiDose. On gagne par contre en réactivité, en temps de chantier et tout ça. Donc, c'est des choses à mettre en balance. Mais en tout cas, le temps de chantier et OptiDose, il faudra choisir. C'est pas l'un et l'autre, ça sera l'un ou l'autre. Dès qu'on va passer en pleine végétation, on va assurer un traitement face par face dès que l'on va passer tous les 2 rangs ou tous les 3 rangs avec les mains retour. Et donc là, on va assurer une protection de bonne qualité avec autant dans ces deux configurations. Et donc là, on pourra utiliser OptiDose à condition de bien respecter ensuite, bien sûr, tous les réglages et choses que dont je vais parler plus tard. Par contre, dès que l'on va passer tous les 3 rangs, sur le rang qui est traité directement par l'appareil, par les mains de l'appareil, là on va avoir une forte disparité suivant l'épaisseur de la végétation. On va être entre 200 et 300 sur le côté directement traité. On va être qu'à entre 50 et 100 sur le côté opposé. Donc là, pareil, la marge de sécurité n'y est plus. Donc utiliser un appareil tous les 3 rangs comme ça pour faire de l'OptiDose, on oublie. Et dès que l'on va passer tous les 4 rangs, alors là, c'est encore pire parce que il y a zéro retour et puis la dilution des produits est plus importante. Donc, on va être avec moins de 50 nanogrammes sur la face opposée au rang de passage, celui traité par les mains. Donc, c'est là, inutile de dire que là, on oublie OptiDose dès que l'on n'utilise pas ces appareils en face par face. Ensuite, on va rentrer sur des appareils un petit peu plus performants, mais du coup, beaucoup moins maniables. Donc, ce sont les face par face avec les descentes dans les rangs. Alors, volontairement, j'ai éliminé les face par face à jet pneumatique. Le face par face à jet pneumatique, on a les résultats. Ils sont pas forcément mauvais.
Mais quitte à investir sur un appareil comme ça, autant prendre un appareil polyvalent. Le pneumatique, son gros inconvénient, c'est que pour fabriquer les gouttes, il va falloir souffler de l'air à entre 200 et 300 km/h pour fabriquer les gouttes. Déjà, dans les premiers traitements, c'est trop fort pour traiter les peu de feuilles que l'on a sur la vigne. Et donc, on va faire un moins bon traitement qu'avec un jet porté. Le pneumatique aussi, le gros inconvénient, c'est que donc on a une taille de goutte qui est donnée par la vitesse d'air et on ne pourra pas en sortir. Alors que sur un jet porté, on a l'air qui sert à amener le produit dans le feuillage que l'on va pouvoir régler indépendamment de la taille des gouttes. C'est-à-dire on va pouvoir, en début de traitement, baisser la vitesse d'air et ensuite augmenter au fur et à mesure que la vigne va pousser. Et la taille des gouttes, on va pouvoir la régler par le type de buse que l'on va mettre. Donc on va pouvoir choisir le type de buse que l'on met pour avoir des gouttes fines, des gouttes plus grosses et surtout des buses à injection d'air qui vont faire des gouttes qui seront chargées d'air et donc plus lourdes, qui vont avoir des temps de vol plus courts, qui vont arriver plus vite sur la végétation, qui vont faire une aussi bonne protection de la vigne qu'un appareil pneumatique, mais avec beaucoup moins de dérives. Ce sont des appareils sur lesquels on va avoir droit à des aides à l'investissement. Ce sont des appareils avec lesquels on va pouvoir réduire les ZNT auprès des cours d'eau et auprès des riverains. Donc c'est pour ça que je n'ai pas présenté les résultats des face par face pneumatiques, parce que pour moi, ce sont des appareils qui sont un peu du passé et ça serait dommage d'investir sur ça maintenant. Donc en matière de jet projeté, bien sûr, c'est un très bon appareil en début de traitement, comme là. On est à des quantités de produits appliqués sur les feuilles qui sont supérieures à 600 nanogrammes. Donc, c'est un appareil où on va avoir possibilité de faire de l'optidose, bien sûr, mais en plus, on va réduire les quantités envoyées parce que, toujours pareil, on va fermer les buses qui ne sont pas en face de la végétation et ça va réduire naturellement déjà le produit envoyé. Et vu les quantités de produits qui sont mises sur les feuilles en début de traitement, il va falloir vraiment faire une réduction de dose parce que là, toujours pareil, comme pour la rampe premier traitement, gros risque de brûlure de la végétation. Donc là, aux petites doses, on va presque dire obligatoire avec ce genre d'appareil en début de traitement. Ensuite, quand on va passer en pleine végétation, alors les quantités de produits déposés baissent, j'ai oublié de le préciser, baissent naturellement parce que en France, on a une dose appliquée qui est à l'hectare cadastral et on envoie sur une surface foliaire qui est en évolution au fur et à mesure de la pousse de la vigne. Donc en fait, la quantité de produits que l'on envoie au fur et à mesure que la vigne pousse, on la divise sur beaucoup plus de surfaces de feuilles. Donc la quantité qui arrive sur les surfaces de feuilles automatiquement baisse vu qu'on envoie la même quantité de produits, mais qu'on la met sur une plus grosse surface. Mais quand même, avec ces appareils, on va se retrouver avec des quantités de produits déposés qui sont relativement importantes, avec sur les parties extérieures de la vigne, on va se retrouver entre 200 et 300 nanogrammes par décimètre carré de bouillie, et au centre, on va tomber entre 150 et 200. Donc là, toujours pareil, aux petites doses, il n'y aura pas de souci pour appliquer avec ces genres d'appareils. D'autant plus que par rapport à une voûte, comme on a vu tout à l'heure, là, on a une répartition hyper régulière sur le feuillage. Là, on n'a pas montré la variabilité inter dans la souche, mais il y a une très faible variabilité dans la souche. Chaque compartiment reçoit une quantité relativement équivalente de produits avec ce genre d'appareil. Donc là, optidose à fond. Et enfin, au niveau de choix de pulvérisateurs, on arrive sur les pulvérisateurs peut-être les plus performants, mais peut-être un petit peu moins maniable, un peu moins rapide parce que c'est du 2 rangs exclusif
Et avec des contraintes, on a beaucoup plus de surface avec les panneaux récupérateurs, on a beaucoup plus de surface d'appareils, donc des temps d'entretien, de nettoyage qui sont un peu plus importants. Donc ce sont des appareils un petit peu plus complexes ou délicats à choisir dans un investissement. Mais quand cet investissement est raisonné, ce sont vraiment des appareils qui valent vraiment le coup. Parce que là, ce genre d'appareil va vous permettre d'avoir une quantité de produits déposés de 600 nanogrammes en début de végétation. Donc, on va être, grosso modo, ça va être en face par face, quoi, comme celui qu'on a vu juste avant. Donc, 600 nanogrammes, il va falloir réduire la dose parce que là, gros risque de brûlure aussi. Mais surtout, cette dose réduite, on l'envoie sur un feuillage très poreux et donc où il y a beaucoup de produits qui va passer à travers le feuillage. Et tout ce produit qui va passer à travers le feuillage, il va être récupéré par le panneau de l'autre côté. Et donc, on va faire de très, 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 très fortes économies avec ce genre d'appareil. Donc, c'est un appareil qui, en début de traitement comme ça, c'est pas rare de voir du 70% de récupération. Donc, surtout, il ne faut pas calculer sa dose en fonction du produit que l'on va récupérer. Il faut calculer sa dose en fonction du produit que l'on envoie. Donc, on envoie par exemple du 200 litres par hectare avec cet appareil. On va mettre sa quantité par rapport à ces 200 litres par hectare. Et ensuite, la quantité récupérée, c'est que du bonus. Il va falloir l'appréhender pour calculer la quantité de produits que l'on prépare pour ne pas tourner pendant 2 jours parce qu'on a préparé une cuve complète et on n'arrive jamais à la finir. Mais c'est la seule difficulté de cet appareil-là. Après, c'est 70% de taux de récupération en début de saison sont très très appréciables. Et ensuite, en pleine végétation, on va se retrouver avec les mêmes résultats que face par face, mais on va avoir là un petit peu moins de récupération. Disons que la récupération va se faire sur les vignes qui vont être les moins vigoureuses, on va dire, où on va avoir un petit peu de porosité. Parce que quand même, le but du jeu de ces appareils, toujours pareil, hein, oui, il existe quelques constructeurs qui ont fait des appareils à panneaux récupérateurs avec du pneumatique. Faire souffler de l'air à 200, 300 km/h à l'intérieur de panneaux en espérant que le produit reste à l'intérieur, ça m'a toujours paru idéaliste, quoi, utopique. Donc vraiment toujours sur les panneaux récupérateurs, partir sur des jets projetés, c'est toujours les mêmes choses que sur le face par face comme tout à l'heure. Même critères, même chose. Et donc là, le panneau récupérateur, on va quand même régler la vitesse d'air. Le but du jeu, c'est pas de récupérer. Le but du jeu, c'est de bien traiter la vigne. Donc, il faut que le maximum de produits reste dans le feuillage, donc ne pas trop faire traverser. Donc, en fin de campagne, on va récupérer que 10 à 20%. Et ça va être surtout dû donc à la porosité de la vigne si elle n'est pas très vigoureuse ou au manquant sur les vignes sur lesquelles on a des problèmes de manquant. Et donc là, dès qu'on va avoir un manquant, tout le produit va être récupéré et ça sera du bonus, mais qui est beaucoup moins important. Donc là, en pleine végétation, on est toujours pareil, de 200 à 300 sur les parties extérieures et entre 150 et 200 sur les parties intérieures, le centre de la végétation. Donc de très bonnes quantités qui vont permettre de faire une optidose sans souci, sans aucun souci d'ailleurs, à condition d'avoir un appareil bien réglé, bien sûr. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le choix du pulvérisateur. Donc voilà, autant il y a quelques années, il était très délicat de choisir un pulvé parce qu'on n'avait que la parole de la personne que l'on avait en face à qui se fier.
Maintenant, on a des résultats qui sont des tests objectifs faits par des organismes indépendants et qui montrent vraiment cette qualité de pulvérisation. Donc là, on en a découlé ce guide là que vous avez en téléchargement. Là, on est en train aussi de créer, enfin, c'est l'IFEV qui porte ça, un label qui s'appelle Performance Pulvé. Et on a commencé, on donne des notes aux pulvées qui sont testées sur la vigne artificielle. On leur donne des notes un petit peu comme vous avez sur le frigo par rapport à l'économie d'énergie, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une note de 1 à 7 en fonction de la qualité de pulvérisation, la quantité de produits qu'ils déposent sur la vigne. Donc voilà, ça sera un nouvel élément que vous aurez pour choisir les pulvées en toute connaissance de cause, c'est-à-dire c'est cette note qui sera attribuée aux pulvées. Donc c'est à la seule demande des constructeurs, donc c'est une démarche volontaire des constructeurs, mais c'est en train de se booster parce que bien sûr, quand vous avez un constructeur qui a la demande et qui a une note qui est pas trop mal, les autres ils veulent aussi bien avoir aussi une bonne note, donc ils font des efforts pour avoir cette bonne note et donc ils travaillent sur la qualité de leurs appareils et ils viennent les faire tester pour avoir la note. Voilà. Ensuite, la marge de sécurité, je vous l'ai dit, ne va pas s'obtenir uniquement sur l'appareil que l'on a. C'est-à-dire qu'on peut avoir un magnifique… Oui. Christophe, je te coupe. On a quelques petites questions. Est-ce que tu veux qu'on les prenne maintenant Oui, il ne faut pas hésiter à m'arrêter parce que quand je suis lancé, je ne m'arrête plus. Je vais laisser Eric te reformuler les questions. Oui, donc il y a 3 questions. Attends, du coup, je suis devant. Mais tu as répondu en partie. Tous les panneaux récupérateurs sont-ils âgés projetés? Non. Il y a quelques constructeurs, je dirais 2 constructeurs qui ont à la fois des pneumatiques et des jets projetés. Donc il faut faire très attention parce que toujours pareil, le pneumatique n'est pas homologué ZNT, donc il n'aura pas droit ni aux aides à l'investissement, ni ne pourra se rapprocher des cours d'eau, ni des zones habitées. Donc pour moi, c'est vraiment des appareils à éviter. Mais ces constructeurs-là ont aussi des jets projetés, donc pas de souci. Ok. Quelle est l'économie globale de produits phyto sur la saison avec des panneaux? On va dire un tout petit peu moins de 40%, c'est ce que l'on voit. Mais cela va dépendre un petit peu des appareils que l'on va avoir. Les appareils qui sont présents sur le département de l'Hérault, moi, que je peux suivre, sont des appareils avec des panneaux récupérateurs d'assez grande taille. Donc peut-être un petit peu moins maniable, mais avec un taux de récupération assez important. Parce qu'il faut s'imaginer quand même qu'on a un appareil, certains des viticulteurs que je suis, avec ces appareils, roulent à 8 km/h. Donc l'appareil, il projette un produit, et le produit traverse la vigne, et ensuite, il faut qu'il y ait encore le panneau récupérateur en face de l'autre côté pour pouvoir le récupérer. Donc, il faut avoir un grand panneau récupérateur pour que ça fonctionne à ces vitesses-là. Et donc, dès qu'on va avoir certains appareils avec des panneaux récupérateurs plus petits, ces taux-là vont fortement baisser. Ces taux de récupération vont fortement baisser. Mais on peut dire 38-40% de taux de récupération sur l'année en moyenne. Ouais. Et si je peux du coup compléter, puisque par rapport au panneau récupérateur que parle Christophe, il y a un exploitant du réseau Défi qui l'a. Et effectivement, ça a été mesuré, sachant qu'il couple en plus du panneau récupérateur, donc la méthode OptiDose, et on atteint, dès les premiers traitements, jusqu'à 85-90% de récupération et d'économie. Et effectivement, en pleine végétation, on est à 50-55 selon les années et les pressions. Voilà. Ouais. Merci. Je prolonge la question. L'amortissement, ça a été calculé, ça des fois, c'est-à-dire si tu dépenses 400 € de produits phyto dans l'année, tu en enlèves 40%, combien de temps il faut pour rentabiliser le panneau? Ça va dépendre essentiellement de la surface de l'exploitation, de la surface que tu peux traiter avec cet appareil, parce que
certaines vignes un petit peu compliquées avec des fourrières très courtes ou des parcelles en pointe vont être très compliquées à traiter avec ce genre d'appareil. C'est pas parce qu'ils sont pas maniables, c'est juste que faire une marche arrière avec un appareil comme ça, c'est à peu près impossible, on ne voit pas derrière. Donc voilà, nous là, les exploitants ils traitent avec ces appareils-là entre 40 et 60 hectares par an avec. Ce qui va nous ramener à un retour sur investissement je dirais, entre 3 4 ans de retour sur investissement du choix du panneau récupérateur par rapport à un autre appareil. C'est ça. Parce qu'en en fait, il n'y a pas seulement le gain de produits, mais il y a aussi des appareils qui sont beaucoup moins gourmands en énergie. Donc, on va avoir des tracteurs qui vont être moins sollicités, donc qui vont consommer moins de carburant. Donc, il y a d'autres points à prendre en compte sur le retour sur investissement. Ouais, okay. Et une question, quels sont les retours des producteurs défis? Tu l'as dit, Améline, toi, tu en as un dans ton groupe. C'est ça. L'exploitant en question, on l'avait chiffré. Donc là, par contre, on est sur… là, maintenant, il a démarré, il faisait 80 hectares, parce que c'est une exploitation qui maintenant est à 130 hectares. Il faisait 80 hectares quand il a acquis le panneau récupérateur. Maintenant, il a généralisé à toute l'exploitation. Et ce qu'il m'a dit justement récemment, c'est que là, pour le coup, lui, dans le contexte du domaine, en 2 ans, le panneau récupérateur est rentabilisé, quoi. Oui, parce dans que ce cas-là. pour montrer que voilà, il a été conquis, c'était un des tout premiers qui a eu un panneau récupérateur en 2009, et donc il en a acheté un second, donc c'est que ça lui convient. Voilà, avec le bémol, c'est pas à moi de répondre aux questions, mais avec le bémol que chez nous, ils sont réticents parce que l'entretien, taille des tournières, taille des parcelles, voilà, Oui. c'est pas généralisable partout. C'est pas généralisable partout, mais voilà. Au niveau de la taille des tournières, il faut faire très attention. Moi, j'ai vu des panneaux récupérateurs tourner mieux dans des tournières courtes que des appareils à voûte mal faits. Donc ça, voilà. Après, c'est sûr qu'il faut passer beaucoup de temps à l'entretien de ces appareils. Enfin, beaucoup de temps. Disons que si on ne fait pas un entretien rigoureux, on aura des problèmes, mais comme sur tous les appareils. Sauf que l'entretien va un peu plus prendre de temps. On a bien sûr un filtre d'aspiration, on a un filtre de refoulement. Souvent, on a un filtre presque par tronçon, et après, on a encore des filtres sur la récupération. Donc déjà, rien qu'au niveau des filtres, ça fait quand même beaucoup plus de travail pour le nettoyage. Les buses, on a un minimum une vingtaine de buses sur cet appareil, donc voilà, il faut vérifier qu'elles ne soient pas bouchées. Et après, la surface de nettoyage de l'appareil, bien sûr, il y a des petits recoins, voilà, donc c'est plus de temps. Ok, enfin, les questions, tu les vois peut-être, mais les économies d'énergie, sur quel type, enfin, vous avez mesuré ça sur quel appareil et quelles étaient les économies proportionnelles de carburant? Alors, j'ai plus les chiffres, hein, parce que c'était quasiment en 2010-2011 que le viticulteur alors c'est l'Arcobaleno de Bertoni, donc ça change. Lui, ça lui avait changé le fait d'avoir un tracteur qui devait entraîner une turbine qui consommait énormément de puissance, avec un tracteur qui tournait à un régime plus de 2000 tours pour avoir les 540 tours de prise de force, à utiliser un tracteur qui tournait à 1500 tours minute parce que la prise de force sert à entraîner 2 pompes et une génératrice d'électricité. Donc l'économie de carburant, je ne me rappelle plus de combien elle était, mais peut-être de l'ordre de 30% quand même, hein. C'était assez conséquent. Merci beaucoup pour tes réponses, Christophe. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue la présentation. Vous n'hésitez pas à poser vos questions en direct et puis on les prendra tout de suite après, comme on vient de le faire. Voilà. Donc,
l'utilisation du pulvérisateur, pour moi, c'est quelque chose de très important. Alors, c'est très petit, voilà. Mais il va falloir vraiment adapter le débit de chaque sortie en fonction des faces que l'on va traiter. Alors là, le petit schéma, c'est juste pour mettre un exemple, c'est une voûte pneumatique avec main retour. Donc cette voûte pneumatique, vous allez avoir les deux mains qui sont contre le pulvé qui vont traiter une face de la vigne. Vous allez avoir les deux canons qui sont en haut du pulvé qui vont traiter une autre face de la vigne. Et vous avez la main retour qui va traiter la face opposée à celle traitée par les mains. Si l'on, comme je le vois souvent quand les appareils sont livrés, si l'on met le même pastillage partout, la main retour, la face qui est traitée par la main retour va recevoir 2 fois moins de produits que la face traitée par les mains et par les canons. Donc là, il va falloir mettre sur la main retour une pastille ou une buse, maintenant sur les nouveaux pulvés, qui débite 2 fois plus que celles qui sont mises sur les mains et les canons. Donc le but du jeu, c'est d'avoir la même quantité de produits qui arrivent sur chaque face. C'est exactement la même chose qui va se passer si vous avez le même cas que vous avez là, mais sans les mains retour. Vous allez avoir donc on passe tous les 3 rangs avec un pneumatique, c'est quelque chose que je n'ai pas conseillé, mais qui se fait très fréquemment. Donc vous avez les mains qui vont traiter la face des souches qui sont proches du pulvérisateur, et vous avez le canon qui va traiter la face de la souche qui est un peu plus loin. Au retour, vous avez les mains qui vont traiter la face de la vigne qui est contre lui, et les canons qui vont traiter l'autre côté de la souche qui est loin. Donc la souche qui est loin va recevoir 2 fois plus de produits que la souche qui est contre le rang de passage. Et moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des appels en me disant c'est bizarre, c'est dans mes rangs de passage, les rangs enherbés là où je passe tout le temps, que j'ai le plus de maladies. Et ben oui, parce qu'en fait, il y a les mêmes pastilles qui sont mises partout, et du coup, il y a des souches qui reçoivent 2 fois plus de produits que les autres. Donc, c'est pas le but du jeu. Donc, pareil, là, il faudra faire en sorte que les pastilles des canons envoient 2 fois moins de produits que les pastilles des mains, afin que, quand on passe tous les 3 rangs, chaque souche reçoive la même quantité de produits. À la seule différence que dans ce cas-là, il y aura quand même une face qui sera un petit peu moins bien traitée, mais qu'on fasse d'une façon ou d'une autre, elle sera de toute façon moins bien traitée. Ensuite, il y a bien sûr l'orientation des diffuseurs. Alors, l'orientation des diffuseurs, c'est quelque chose de pas très simple à appréhender. Surtout sur une voûte pneumatique comme celle qui est dessinée là. Quand on est depuis le tracteur, on a toujours l'impression que voilà, il y a du produit qui arrive sur la souche sans problème. On se rend compte que c'est pas si simple que ça à voir depuis le tracteur. Donc il y a des méthodes relativement simples pour régler ces orientations de diffuseurs. C'est d'utiliser du métal rouillé. Donc soit on a des tôles rouillées que l'on aligne dans la vigne, soit ça existe sur toutes les exploitations. On va dans un vieux tas de piquets que l'on a d'une parcelle qu'on a arrachée. On aligne 3-4 piquets dans le feuillage de la vigne contre le feuillage de la vigne. On passe au ralenti avec le pulvérisateur avec de l'eau, et on descend et on va rapidement voir ce que ça a donné. Sur le rouillé, l'humidité se voit très bien, et donc on voit où on touche. Et là, on se rend compte que peut-être qu'on touche trop bas, et donc les feuilles du haut sont pas bien traitées, ce qui est peut-être pas le plus problématique, mais c'est que des fois on se rend compte que c'est en bas qu'on ne traite pas, là où il y a la grappe, donc là c'est beaucoup plus problématique, ou d'autres fois où c'est entre les deux canons ou entre les deux mains qu'on a une zone qui est maltraitée, et donc il va falloir refaire un réglage de ces canons et de ces mains, et donc ça c'est très important.
Après, la grosse problématique de ces appareils, surtout au niveau des canons, c'est que dès qu'on va changer de vigne, ben, il va falloir certainement refaire un réglage. Donc, il y a les petits vériens électriques qui permettent de le faire assez facilement, mais c'est toujours un peu aléatoire. Et encore pire, dès qu'on a des dévers, où là, c'est chaque fois qu'on est en travers de la pente, bien sûr, chaque fois qu'on va faire un demi-tour, il va falloir régler ces canons. Donc là, il y a aussi l'utilisation du pulvérisateur qui va être due au chauffeur qui est assis sur le siège du tracteur. Il n'y a que si c'est l'exploitant qui conduit son tracteur et qui sait que son revenu dépend de sa qualité de traitement, il va faire l'effort de bien régler ses canons. Si c'est un salarié qui est là parce que bon, il faut bien travailler et il n'est pas plus motivé que ça, j'ai peur que ces réglages ne soient pas forcément des mieux faits. Je sais, il y a des salariés qui sont hyper exigeants et encore peut-être plus exigeants que leur patron. Hein. Mais voilà, c'est pour montrer que l'utilisateur, là, sur cette partie-là, va être aussi très importante, en plus de la difficulté du réglage de ça. Mais bien sûr, si on touche mal la vigne, une réduction de dose, ben, dans la zone qui va être mal touchée, ben, ça va être très problématique. Ensuite, une vitesse d'avancement adaptée, bien sûr. On a malheureusement des commerciaux qui vendent du pulvé qui peut rouler à des vitesses phénoménales, passer tous les 4 rangs et ça marche impeccable. Voilà, ça ne marche que pour ceux qui les écoutent. Hein, donc, il faut faire très très attention à ces vitesses d'avancement. Bien que je préfère une vitesse d'avancement élevée pour passer tous les 2 rangs, à un passage tous les 4 rangs à vitesse beaucoup plus lente. Mais il y a des vitesses maximum à ne pas dépasser avec un appareil pneumatique comme celui qui est à l'écran, au-delà de 6 km/h, ça va être assez difficile. L'appareil serait peut-être capable d'assurer une qualité de traitement au-delà de cette vitesse. Le problème, c'est qu'on a des canons qui traitent d'assez loin. Et quand on a un sol qui secoue l'appareil, et là, les appareils sont bien secoués, ben, plus on va aller vite, plus ça va être secoué, et plus on va faire de balayage, et on va envoyer un coup sur la végétation, un coup dans le ciel, un coup par terre, un coup sur la végétation, un coup dans le ciel, un coup par terre. Enfin, donc, la vitesse, il faut faire attention de l'adapter à sa parcelle. Et enfin, un entretien rigoureux. Et là, c'est souvent la première problématique que je rencontre sur les pulvérisateurs que je vois. C'est voilà, passer une cuve de rinçage de l'appareil par les sorties et penser que cela suffit, c'est rarement suffisant. Il faut vraiment faire passer beaucoup d'eau par les sorties après la façon que l'on vient de faire et pour éviter les bouchages. Donc vraiment bien rincer son appareil, c'est une condition très 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 importante pour réussir ces traitements. Et encore plus quand on va optidoser. Un appareil qui optidose avec une sortie qui est partiellement bouchée, ça va faire du double optidose et là, danger de se mettre de la maladie à cet endroit-là. Donc, vraiment vérifier son appareil régulièrement. On va parler des réglages, mais vraiment vérifier son appareil régulièrement est très 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 important à mon avis. Ensuite, le réglage du débit. Bon, je vais aller très rapidement là-dessus parce que je ne vais pas faire un cours sur le réglage du débit. Par contre, ce que je souhaite rappeler, c'est que ah oui, j'ai pas marqué que c'est le calcul qui se fait une fois. En fait, ce qui fait peur beaucoup, c'est le calcul. Le calcul qui est une simple division et avec des multiplications en haut et en bas, mais voilà, c'est quelque chose de très simple.
Ça se fait dans la vie d'un couple pulvé-tracteur, ça se fait une fois si on n'a pas de soucis, si on ne change pas des choses très importantes, ça se fait une fois. Une fois que l'on a fait son calcul de débit, je dirais qu'il faut vraiment le contrôler au minimum une fois par an. Et là, le contrôle, c'est très rapide, c'est-à-dire il faut avoir un bro, un chronomètre, on le met à chaque sortie et on prend pendant 1 minute le débit et on vérifie que c'est ce qui avait bien été calculé au début. Donc, si on est tout seul, ça va vous prendre peut-être une demi-heure. Si vous êtes à deux, ça va beaucoup plus vite parce qu'il y en a un qui tient les bros, l'autre qui chronomètre et qui note, et qui vérifie, et ça va aller très vite. Donc, je tiens à rappeler, c'est que quand on optidose, on diminue la marge de sécurité. Et donc, il faut que le pulvé il soit parfaitement réglé pour pas que lui, il en enlève aussi de la marge de sécurité. Parce que si on enlève 2 fois la marge de sécurité, on court au pépin. Donc, c'est dommage. On a un viticulteur là, qui devait venir témoigner, mais qui finalement, au dernier moment, n'a pas pu venir témoigner avec nous. Mais c'est un viticulteur qui, ces contrôles-là, quand il s'est rendu compte que ça lui prenait très peu de temps, il les fait plusieurs fois dans la saison pour être sûr que son appareil soit nickel, nickel, nickel tout le temps, quoi. Donc voilà, ça prend très peu de temps de contrôler son appareil. Alors pour ceux qui aiment pas les calculs, j'ai fait un petit site internet sur lesquels on peut faire les calculs automatiquement. Donc, vous voyez, il y a 4 onglets en haut. Alors, le site, il est marqué en bas, c'est réglage.ca34.free.fr. C'est totalement libre d'accès et gratuit, disponible tout le temps. Le premier, il y a 4 onglets en haut. Le premier, c'est pour calculer la vitesse quand on a mesuré le temps de parcours sur une distance. Le deuxième, c'est pour mesurer le débit en fonction du volume hectare que l'on veut faire. Le troisième, c'est pour mesurer le volume hectare de calculer le volume hectare que l'on veut faire en fonction du débit que l'on a mesuré. Et voilà. Donc c'est pour simplifier vraiment les démarches. Et donc voilà, c'était juste pour montrer, pour régler un débit, voilà le matériel qu'il faut. Hein. Ça n'a pas besoin d'investir. Donc le même, d'ailleurs, on va dire que le décamètre, il ne sert qu'une fois pour mesurer la vitesse du tracteur. Après, on n'en a plus besoin. Hein. C'est à moins qu'on change de tracteur, mais et même dans une vigne, on peut arriver à mesurer 100 mètres sans décamètre. Et enfin, chose aussi très très importante, c'est la préparation de la bouillie. Donc cette préparation, pour moi, voilà, c'est aussi là qu'on va avoir des marges de sécurité qui vont être perdues ou gagnées. C'est-à-dire, c'est d'avoir un volume d'eau précis que l'on va mettre dans le pulvérisateur, très important. Donc un volucompteur avec remise à zéro, pour moi, c'est indispensable. Alors peut-être que l'on maîtrise à peu près sa cuve pleine, mais dès qu'on va devoir faire une demi-cuve ou un pourcentage de cuve, ça va être problématique. Une table de préparation pour être à l'aise avec une balance, un pot doseur précis et pour faire une préparation de bouillie vraiment nickel. Alors j'ai pas mis, mais parce que c'est un investissement, mais qui pour moi est très important, mais c'est peut-être un système pour préparer la bouillie, pour faire les mélanges à l'avance, pour faire de très bons mélanges, surtout quand on est en bio et qu'on a des produits difficilement mélangeables. Il faut vraiment peut-être penser à envisager à investir dans ce genre de matériel. Et donc, toujours pareil, pour calculer les doses, j'ai fait une petite application, toujours pareil, qui s'appelle dose.ca34.free.fr. Et donc là, ça permet, on rentre son volume de cuve, on rentre son mouillage, on rentre la surface que l'on a traitée, on rentre les produits que l'on doit mettre avec leur dose, et on affiche aussi une réduction. Donc si on fait de l'optidose, on peut dire je vais réduire de 30% ma dose. Et ensuite, quand on fait calculer, ça va nous afficher pour chaque cuve que l'on va devoir préparer. Donc par exemple là, pour le cas que j'avais présenté, il va falloir mettre
j'arrive pas à lire, mais dans les 960 litres d'eau dans la cuve, avec 13,33 litres du premier produit et 3,33 litres du deuxième produit. Mais surtout, sur la deuxième cuve, on va mettre plus que 197 litres d'eau et 2,47 du premier produit. Voilà, ça calcule ça tout seul. Et on peut éditer un PDF qui ensuite est imprimé et est donné au tractoriste où on se le prend pour soi pour pas oublier ce que l'on doit faire. Voilà. Donc ça, c'est des choses très importantes pour la préparation de la bouillie et pour pas avoir d'erreur lors de cette préparation. Donc j'ai été un peu long, je laisse la parole à Ameline, à moins qu'il y ait des questions, mais On les prendra après, je pense. on les prendra après. Alors, merci Christophe, parce qu'effectivement, hein, vous l'avez dit, le prérequis pour appliquer la méthode Optidose, c'est la pulvérisation. Et je ne vous cache pas que ce n'était pas facile non plus de parler pulvérisation en visio et puis d'être succinct mais suffisamment précis pour vous donner suffisamment d'éléments pour la méthode Optidose. Donc, pourquoi vous pourriez être amené à souhaiter utiliser la méthode Optidose? Clairement, hein, c'est pour permettre d'adapter ces doses de fongicides, mais seulement anti-mildiou et anti-oïdium. La méthode Optidose que je vais vous présenter n'est pas applicable pour le black rot, encore moins pour tout ce qui est insecticide. C'est vraiment adapté mildiou et oïdium. Mais en même temps, c'est une des maladies les principales. Donc, bon, l'un dans l'autre, les économies se feront. On est bien d'accord, enfin ça se sous-entend, mais ça paraît logique, que la méthode Optidose, ce n'est pas une alternative. C'est-à-dire que si on utilise la méthode Optidose, c'est parce qu'on a décidé qu'on allait traiter. Et comme on a décidé qu'on allait traiter, effectivement, on se pose la question à quelle dose je vais pouvoir traiter. Donc, pour cela, la méthode Optidose, elle tient compte du cépage et de sa sensibilité, du stade phénologique auquel on va réaliser le traitement, de la végétation, de l'épaisseur de la végétation et donc de la pression parasitaire à l'instant du souhait du traitement. Et avant de rentrer vraiment dans le concret de la présentation de la méthode Optidose, alors je ne l'ai pas présentée sous forme de sondage, mais c'est des questions que vous devez vous poser au préalable. Déjà, voilà, est-ce qu'il y a de la maladie, est-ce qu'il y a de la pression sur votre parcellaire? Bon, surtout ces dernières années, je pense qu'on a été bien servi dans l'Hérault et pas que. Est-ce que vos contraintes d'organisation, elles passent avant la cadence de traitement? Est-ce que vous passez tous les 3 ou tous les 4 rangs et que vous ne souhaitez pas changer ou vous ne pouvez pas changer pour diverses raisons, mais en tout cas, c'est un état des lieux? Et si vous n'allez jamais observer avant la récolte, dans ce cas, j'ai le regret de vous annoncer que si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas encore prêt pour, en sortant de cette web-série, d'utiliser la méthode Optidose de suite. Il faudra effectivement revoir vos stratégies, revoir vos conditions de pulvérisation, enfin voilà, réorganiser avant d'attaquer but en blanc la méthode Optidose parce que c'est vraiment ces 4 questions, ces 4 points sont vraiment des questions que vous devez vous poser avant de vous lancer comme ça dans la méthode Optidose pour avoir un gage de réussite, parce qu'elle fonctionne. La méthode Optidose, alors à l'heure actuelle, il y a 2 outils disponibles. Il y a l'outil, le site internet Epicure, puisque l'outil Optidose a été développé par l'IFV. Donc là, c'est par un site internet sous forme d'abonnement. Bon, là, je n'avais pas les accès pour faire des captures d'écran. Mais en fait, c'est un outil que j'appellerais, quand vous allez sur le site internet, qui est adapté, mais au cas particulier. Pourquoi cas particulier? C'est parce que dans cette base, dans cet outil, il vous faut renseigner divers éléments, à savoir le stade phénologique avant que vous souhaitiez traiter, le volume foliaire qui prend en compte la hauteur, la largeur, donc ça veut dire aller mesurer, avoir une idée, l'écartement interrang. Il vous faut renseigner aussi le choix de la pression parasitaire, donc c'est à vous d'identifier, vous êtes en pression moyenne, fort ou faible. Et c'est seulement une fois que vous avez paramétré ça que ça vous calcule la dose de produit appliquée. Donc, ça dépend vraiment de si vous avez envie d'être derrière l'écran. Ou sinon, et c'est l'objet de la présentation vraiment d'aujourd'hui, il existe donc des abacs simplifiés de la méthode Optidose qui sont disponibles dans le guide des vignobles Rhône Méditerranée. Guide des vignobles qui est distribué et souvent rattaché à des prestations techniques au sein des chambres d'agriculture. Donc, je vous invite à vous rapprocher des chambres d'agriculture de vos départements respectifs. Et donc, cet outil, ces abacs, donc ça veut être un outil simple et rapide qui ne nécessite pas cette connexion, etc. Mais qui reprend quand même les critères de base. Un bref historique pour l'application, donc la création des abacs simplifiés, parce que ça a quand même été un travail de plusieurs années
sur un réseau donc multipartenaire avec IFD et Chambre d'agriculture, donc soit 16 organismes qui ont travaillé dessus. Pas moins de 90 essais menés de 2011 à 2014 et moi j'ai eu 2 membres du réseau Défi Ferme donc que j'anime qui ont participé à cette expérimentation pour valider les abacs simplifiés aux petites doses. Voilà, avec plusieurs cépages testés, des cépages sensibles à moyennement sensibles. Et donc des essais menés du Languedoc à la Drôme en passant par le Var. Donc c'est un large spectre, des larges conditions climatiques, en plus sur plusieurs années, donc effet millésime. Enfin voilà, avant d'être sorti, cet abac a vraiment été bien vérifié en amont. Alors je ne me rends pas compte si pour vous c'est visible, mais donc avant de démarrer aux petites doses, je le dis et je le redis, mais parce que c'est très important. Ça vous demande effectivement d'avoir une bonne connaissance de votre exploitation, aussi bien sur la sensibilité du mildiou, l'oïdium, de la précocité de votre parcellaire, si vos vignes sont vigoureuses ou pas, et bourgeonnées ou pas, d'avoir une connaissance de la pression de la maladie, si vous pouvez concilier aussi vos contraintes d'exploitation, les exigences des parcelles sensibles. Également, être abonné au bulletin des organismes techniques. Alors, c'est pas uniquement pour faire un coup de pub, mais tout simplement, c'est parce que au vu du maillage qui est fait dans ces bulletins techniques, qu'on tourne quand même toutes les semaines pendant la pression parasitaire, on vous donne quand même un ordre d'idée sur la pression et ça fait partie des critères importants pour appliquer la méthode aux petites doses. Voilà. Et après, comme je disais, si vous avez un doute, je vous conseille fortement de vous faire accompagner techniquement, au moins sur les 2 premières années, parce qu'il y a un effet millésime, ou de faire partie d'un groupe de viticulture durable. Concrètement, la méthode aux petites doses, donc on y va, on y arrive. Donc elle prend en compte sensibilité parcellaire, stade phénologique, végétation et pression de la maladie à l'instant du traitement. Et donc voilà à quoi ressemblent ces abacs. Donc c'est une plaquette, hein, c'est un 4 pages que vous trouvez dans le guide, donc à la fois pour l'oïdium, à la fois pour le mildiou. Et donc il vous faut lire ce premier tableau tout en haut qui reprend donc la sensibilité parcellaire, hein, si vous lisez par colonne, en fait c'est un croisement colonne par ligne. Donc la sensibilité parcellaire et ensuite vous devez identifier la pression parasitaire et c'est en faisant ce couplage que ça vous permet de définir, on va dire, la dose de produits que vous pouvez appliquer. Donc c'est ce que vous voyez, dose plus ou dose ou optidose. Pourquoi il n'y a pas optidose moins? C'est parce que cet abac il a été fait pour le sud-est et on considère que l'oïdium est suffisamment présent pour ne pas prendre de risque pour appliquer des doses d'optidose moins. Et donc une fois que vous avez réussi là dans ce premier tableau à identifier si vous êtes en optidose plus ou en optidose, vient ensuite le deuxième tableau qui là recroise donc en fonction optidose ou optidose plus le stade phénologique auquel appliquer. Et tout simplement, les pourcentages indiqués dans les cases vous indiquent donc le pourcentage du produit que vous devez donc mettre dans votre bouillie. Donc c'est vous faites un simple produit en croix. Vous partez de la dose homologuée à l'hectare et en indiquant, par exemple, si on est en optidose et on est en début de végétation, on met 30% de la dose homologuée à l'hectare du produit en question. Même fonctionnement pour le mildiou, à la différence qu'il y a optidose moins. Bon, même si ça fait là 2-3 ans qu'on connaît une forte pression mildiou, mais il y a quand même des variables, on va dire, plus ajustables quand même pour le sud-est. Donc, même fonctionnement, on différencie en fonction de sensibilité parcellaire, si vous êtes sur des bas-fonds ou pas, sur des sensibilités de cépage. Et pareil, vous recouplez en fonction de si votre vigne est plus ou moins végétative, si la pression est plus ou moins forte, pour définir et pour arriver ensuite à bien lire ce deuxième tableau qui, sur le même fonctionnement que l'oïdium, recroise en fonction du stade végétatif une dose à appliquer en fonction du développement de la vigne. Et donc, il n'y a pas de secret. Je vais être brute, mais voilà, c'est vraiment le résultat du groupe Défi donc, qui s'est engagé depuis 2014 à faire la méthode optidose. Il y a eu vraiment une émanation de la part du groupe en entier des 10 exploitations. Donc, comme vous l'a dit tout à l'heure, Christophe, il devait avoir un témoignage d'un des exploitants. Il a eu un contretemps. J'ai échangé avec lui, hein, puis je le suis. Donc, si vous avez besoin de retour de la part du terrain autre que nos regards de conseillers. Il n'y a pas de souci, hein, j'ai quelques notes concernant son retour à lui. Mais voilà, au vu de l'hétérogénéité du groupe, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, de 10 à 120 hectares, différents modes de conduite, différentes productions, différentes contraintes, etc. On est quand même pour l'ensemble du groupe à 30% de réduction d'utilisation de produits phytosanitaires.
Pour la partie économie des produits, bon, bien sûr, ça va dépendre du choix des produits, mais selon les exploitations, on est entre 35 à 45% d'économie de produits en termes d'achat. Voilà. Et je n'ai pas recoupé là aujourd'hui, mais en plus de la présentation de Christophe, si en plus vous êtes sur des panneaux récupérateurs, enfin voilà, on peut cumuler, mais voilà, l'objet de cette présentation, c'était vraiment sur la réduction des intrants phytosanitaires comme on l'entend. La seule chose que je peux vous dire d'un point de vue des viticulteurs qui l'ont fait, bon, donc comme ça a été une émanation du groupe, ça s'est fait sous forme d'une formation entre tous. Christophe est passé sur chacune des exploitations pour régler le pulvérisateur, parce que comme on vous l'a dit, hein, c'est un des prérequis, on ne vous lancera pas dans la méthode optidose si on n'est pas sûr de votre qualité de pulvérisation, de la couverture face par face. Et quand j'ai posé la question donc ce matin au vigneron, donc comme je savais qu'il pouvait pas venir, en disant est-ce que tu as des inconvénients à partager avec les autres viticulteurs sur la méthode, il m'a dit clairement qu'il en avait aucune. Alors bien sûr, ça demande de raisonner par îlot, etc. Je lui ai posé la question si malgré les 2 millésimes qu'on avait connus de pression mildiou, si ça lui avait fait revoir sa position. Il m'a clairement dit que non. Voilà, c'était vraiment ancré dans les mœurs. Au démarrage, effectivement, d'être encadré, ça peut aussi vous rassurer. Mais vraiment, voilà, il en tire que du positif. La seule chose qu'il me dit qu'il fait, donc, c'est qu'il fait quand même une vérification de ses buses avant chaque traitement. Et je crois qu'il avait eu un échange avec toi, Christophe, quand il était venu. Ça paraît chronophage, mais en fait, ça l'est pas. Il m'a clairement dit que ça lui mettait 1 minute et ça pouvait des fois éviter des mauvaises surprises. Et cette remarque-là, alors on met l'accent parce que c'est la méthode optidose, mais clairement, c'est aussi du bon sens qui des fois peut éviter des soucis par la suite. Voilà pour la présentation. Donc j'ai effectivement essayé j'étais assez vite, mais c'est pour permettre d'avoir le temps de poser les questions. Donc merci à tous de nous avoir écoutés et place aux questions, je pense. Merci beaucoup, Améline et Christophe, pour votre présentation qui était très claire et c'est un vrai défi d'arriver à présenter des éléments aussi concrets en webinaire. On peut prendre 1 ou 2 questions, Eric, peut-être? Oui, il y en a eu un peu moins. Que j'ai pas tout compris. Quelle quantité de rinçage, c'est-à-dire, on n'a pas parlé des bonnes pratiques de rinçage. Voilà, fais un petit rappel dessus peut-être sur comment on rince et qu'est-ce qu'il faut comme volume. Ouais, mais disons que oui, la plupart des pulvérisateurs sont autour de 1000 litres de cuve de capacité. Ils ont 10% de cuve de rinçage, donc ils ont 100 litres de cuve de rinçage. Un appareil pneumatique classique, il a un débit de, on va dire, entre 5 et 10 litres par minute. Une pompe de cet appareil va débiter 100 litres par minute. Donc ça veut dire que la cuve de rinçage, elle va être aspirée par la pompe à autour d'1 minute. Et il va y avoir à peu près entre 5 et 10 litres qui vont passer par les sorties du pulvé. Et c'est ça qui, pour moi, est clairement insuffisant. C'est-à-dire que vous avez 5 à 10 litres qui sortent par les buses et le reste est renvoyé dans la cuve principale. Alors, il y a quelques appareils qui proposent d'avoir un système de vanne qui permet que l'ensemble des 100 litres de la cuve de rinçage passe par les buses de sortie et qu'il n'y ait rien qui retourne dans la cuve principale. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Mais quand on n'a pas cette option-là, 5 litres d'eau qui passent par les pastilles ou les buses, c'est pour moi pas assez. Donc là, il faudrait... l'idéal, hein, c'est d'avoir une aire de lavage et de pouvoir mettre un tuyau dans la cuve et pendant 5 minutes, on fait pulvériser depuis la cuve de rinçage avec de l'eau propre. Donc ça va nous faire passer aller dans les 25-30 litres d'eau par les pastilles ou les buses. Et là, on va être sûr qu'on ne va pas avoir de produit qui va rester collé dans les tuyaux, qu'on ne va pas avoir de produit qui reste bloqué dans les buses parce que c'est frais et donc ça part. Et ça va, comme ça, on sera sûr que pour le traitement d'après, eh bien, on n'a pas de souci.
Ouais, merci. Et moi, j'ai une question. J'étais chez un vigneron ce matin, on a parlé volume, et moi, j'ai connu, enfin, ça fait quelques années que je travaille, les baisses de volume. On était à 80 litres, c'était la course au faible volume épandu avec les pneumatiques. Et là, on remonte un peu. Et voilà, quoi penser des volumes et qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus en 1 minute? Alors, les volumes, les volumes, ça va dépendre du type d'appareil que l'on a. Ce que l'on conseille, en gros, c'est sur un pulvérisateur pneumatique, à descendre en dessous de 120 litres, c'est un petit peu dangereux en pleine végétation. Hein. Descendre en dessous de 120 litres, on va dire entre 120 et 150 litres. Au-delà de 150 litres, ça ne sert pas à grand-chose et on va juste remplir la cuve plus souvent. Donc voilà. Au niveau d'un jet porté, là, on va dire qu'on est plutôt entre 150 et 200 litres par hectare. Et on voit une tendance à l'augmentation sur les face par face et sur les pneumatiques du fait qu'on monte de plus en plus des bus anti-dérive et on ne trouve pas des bus anti-dérive à faible débit, aux pressions auxquelles il faut les utiliser. Donc du coup, ça fait mathématiquement augmenter les volumes hectares. Alors, sur un face par face, c'est un peu problématique. Sur un panneau récupérateur, ça allait un peu moins, vu qu'on a de la récupération, on en voit un peu plus, mais on récupère peut-être un petit peu plus. Donc, enfin, on récupère un pourcentage, donc ça passe plus facilement. Voilà. Ok, merci. Eh bien, merci beaucoup pour vos témoignages. Donc, on va clôturer cette web série. Donc, je remercie tous les participants qui nous ont suivis, puisqu'on a réuni un peu plus de 150 personnes sur l'ensemble de ces webinaires. Donc, merci à vous. Donc, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour je l'espère, cette fois-ci, des portes ouvertes en réel dans les exploitations. Et tous ces épisodes seront disponibles en replay à partir de la semaine prochaine. N'hésitez pas à la partager. Et je vous diffuse une vidéo le temps de se déconnecter. À tous les organisateurs, on reste ensemble pour un petit débriefing à la suite de la diffusion de la vidéo.